Merci de suivre les programmes de Medi 1. Bienvenue dans Génération News, l'émission qui vous informe sur les questions liées à la jeunesse. Deux sujets au menu, comme vous le savez. En première partie d'émission, nous allons parler de comment obtenir un job d'été. Vous savez, certaines personnes sont à la recherche de petits boulots. Dans cette émission, vous allez savoir comment le faire, comment obtenir ce petit boulot. Alors, en seconde partie d'émission, un autre sujet focus sur les métiers d'artisanaux, les métiers artisanaux, comment ça se passe. Il y a quelques préjugés, on va le savoir ici même et ça sera avec nos invités. Alors, sur ce plateau, nous recevons Yasmine. Merci d'être avec nous. Merci à vous, Cyril. Yasmine, tu es juriste d'entreprise. Oui, juriste de formation. Voilà. Et à côté, nous avons Nathan, étudiant en journalisme et communication. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Également, Griel. Griel, tu es entrepreneur. Merci de répondre à l'invitation de Génération News. En tout cas, le plaisir est partagé. Alors, nous allons parler de comment obtenir un job d'été. Je commence avec toi. Yasmine, déjà, est-ce facile en Afrique d'obtenir un job d'été? Alors, tout d'abord, merci beaucoup, Cyrine, pour la parole. Je pense qu'on ne devrait pas poser cette question de cette manière. On devrait avant tout chercher à savoir, à faire une étude de soi et savoir qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut faire et quel impact ça peut avoir dans le futur. Donc avant tout, si aujourd'hui moi j'arrive à savoir que je veux me lancer par exemple dans la coiffure, mais est-ce que dans le futur ça peut m'apporter quoi dans le futur? De l'expérience. Oui, de l'expérience, comme tu le dis. J'aime bien ce que tu es en train de dire. Ce n'est pas d'abord se poser des questions, est-ce facile ou pas, mais savoir est-ce que je peux faire carrière ou c'est juste pour une période bien déterminée. Alors, au cours de cette émission, nous allons parler de la période d'été. C'est la période justement d'été. Comment faire pour obtenir ce job? Je m'adresse à toi, Nathan. Comment faire pour obtenir un job? Je crois que tu as beaucoup de choses à nous dire. Tu as essayé de le faire par le passé. C'était un peu compliqué. Alors, nous t'écoutons. Également, c'était compliqué. Les complications, je les ai rencontrées premièrement en 2019 lorsque j'ai appris que je devais être papa pour la première fois. J'ai cherché du job un peu partout et j'ai vraiment senti que c'était compliqué lorsque j'étais allé jusqu'à déposer un CV dans un lavage auto et en retour, ils m'ont fait comprendre qu'on va vous faire signe et je n'ai pas eu de retour. C'est là où j'ai réellement su que pour obtenir un job d'été, c'est vraiment pas chose facile parce que le lavage auto, mon meilleur ami m'avait retenu en me disant « N'oublie pas qui tu es, ne le fais pas ». Je dis « Non, mais il n'y a pas de sous-métier en fait. Lavage auto, on vous dit on va vous faire signe, on vous fera un retour. Ensuite, silence radio, silence total. C'est là où j'ai vraiment su que c'était compliqué. C'est inconcevable quand même pour oui, toi. Oui. C'était vite fait. Pourquoi te faire attendre? C'était ça en fait la préoccupation. Oui, parce qu'avant d'abord de se retrouver dans un lavage auto, il y a plusieurs jobs. Il y a peut-être de la restauration et autres, hôtellerie. Mais vous voyez, en fait, ce n'est pas pour dénigrer ce job de lavage auto, mais vous voyez jusqu'où la complication peut arriver en fait. Et ça s'est passé en quelle année? 2019. 2019, c'était avant la période de pandémie Covid. Donc vous voyez un peu en fait. Alors Griel, toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Aujourd'hui, tu es entrepreneur, mais est-ce que depuis que tu es au Sénégal, tu as déjà demandé à avoir un métier d'été, quelque part avec les amis peut-être? Et bien sûr, normalement, en fait, moi déjà, la question de chercher le boulot, ça dépend des motivations. Déjà, l'autre, comme pour motivation, il avait besoin de l'argent pour subvenir à ses besoins. Et notre sœur parle de motivation, c'est-à-dire dans le sens où qu'est-ce que ça peut aussi apporter, c'est-à-dire chacun de nous, c'est-à-dire le job qu'on doit chercher à l'été, ça dépend des motivations. Et moi, personnellement, mon expérience que j'ai eue, déjà j'étais étudiant et après, pendant les vacances, il fallait bien chercher à s'occuper et j'étais obligé de chercher, bon, gloire à Dieu pour moi, il y avait des centres d'appel qui recrutaient, qui demandent toujours, qui a besoin toujours du personnel. Et c'est vers ce cadre-là que je me suis tourné pour avoir... un centre d'appel. Vers les centres d'appel parce qu'en fait, les centres d'appel, si on en remarque, c'est le premier métier le plus facile à Dakar en fait. Mais là, on parle de job d'été. C'est une période bien déterminée. Ça peut durer 2 mois ou 3 mois. Et dans ton cas, c'était 2 mois ou plus que ça? Puisque tu J'avais signé un contrat de 3 mois. C'est un travail que tu as eu. Oui, c'est un travail. C'est un contrat de 3 mois. Déjà, les centres d'appel ici proposent des contrats de 3
voire à 6 mois, en fait, selon les normes juridiques, en fait. Après ça, ils peuvent te fidéliser, ou genre t'accorder un autre contrat et tout. Donc, les jobs de l'été, déjà, ce sont des jobs généralement beaucoup faits pour les étudiants, les élèves, parce que c'est pendant cette période qui sont en vacances. Donc, on se dit qu'il y a des métiers qui sont ouverts. Par exemple, à part tout ce que j'ai pas de centre d'appel, vous pouvez servir de manœuvre dans les chantiers. Alors, on parle de job d'été. Yasmine, quelle est vraiment l'importance d'un job d'été? Pourquoi on en cherche en fait? Alors, moi, je pense que dans le job d'été, on acquiert de l'expérience, on apprend à comment travailler dans le milieu des affaires, on apprend aussi également à se découvrir, à redécouvrir ses aptitudes relationnelles, quelque chose qui est plus important dans le milieu des affaires, mais aussi ça te permet de gérer la notion du temps et aussi de son budget. Donc je pense que c'est une partie, c'est quelque chose qui peut être un surplus dans l'avenir. Alors un surplus dans l'avenir, mais également au-delà de l'expérience. Il y a aussi les revenus. C'est aussi pour question d'argent qu'on va chercher un job d'été, Nathan. Au-delà des revenus, je pense que le job d'été est aussi indispensable pour ne pas pouvoir rester oisif pendant 2-3 mois, 2-3 mois de vacances. C'est aussi pour pouvoir se frotter peut-être à un petit monde professionnel. Même être rayonniste, c'est une expérience. On se frotte au relationnel, c'est une expérience en fait. C'est une autre vie, c'est une vie professionnelle. Être caissier, être, je sais pas, dans une boutique ou être gérant ou être dans la restauration pendant 2 ou 3 mois, c'est une expérience. Moi, j'ai essayé d'écarter ce facteur financier parce qu'on remarque que la plupart des gens qui font les jobs d'été, ils le font par besoin, par nécessité. Alors que ça peut même venir de loin, ça peut être un moyen que, comme mon frère a eu à le dire, d'occupation. On plonge dans le milieu professionnel et beaucoup d'autres choses, ou par passion, mais pas forcément le facteur financier à mettre devant. Dans le même sens aussi, les étudiants, quand tu veux demander un travail, on va te demander aussi une expérience. Mais à partir de là, quand tu as un job d'été, ça serait bien aussi pour ton CV, quelque part. Oui. Donc, je te rejoins quand tu dis tu ne vois pas trop l'aspect financier, je te rejoins quand même. Mais d'un autre côté, c'est quand même important lorsqu'on se dit qu'on n'a pas assez de sous, on est étudiant, peut-être que c'est papa ou maman qui prend en charge ma vie, ou bien, on va dire, entre guillemets, mes besoins. Maintenant, au moment où tu as un job, ça veut dire que tu peux anticiper les choses. Tu ne seras plus obligé de demander tout à papa ou à maman. Bon, moi, en tout cas, déjà, c'est comme je dis, ça dépend des motivations. Et puis, un job, c'est fait pour rémunérer. Donc, quand on parle de job, on parle bien sûr de rémunération. Et puis, le problème, le thème, c'est bien sûr comment trouver un job pendant l'été. Dans certains pays, il y a des jobs qui s'ouvrent pendant l'été pour pouvoir permettre aux étudiants, par exemple, d'acquérir des expériences professionnelles. Comme l'alternance, par exemple. Voilà, le travail en alternance. Parce que je crois que j'ai eu à rater une fois. Normalement, je devrais partir en France. Mais lorsqu'on m'a accordé l'autorisation de l'école, ils m'ont demandé d'avoir un travail en alternance. C'est-à-dire que je fais un métier qui demandait à ce que je puisse pratiquer tout en apprenant. Donc ça veut dire que ça dépend aussi vraiment des pays au fait. Il y a des pays vraiment que c'est pas ouvert à tous d'avoir des travails pendant l'été. Ce qui est vrai, c'est pas ouvert à tous, mais ça dépend des motivations. Et les coûts financiers, c'est beaucoup plus pour arrondir les fins de mois. Et comme vous avez dit, si par exemple tes études, c'est les parents qui t'aident, c'est pour permettre à ce que tu puisses avoir un petit quelque chose, apprendre à gérer la gestion d'argent, du temps. C'est vrai que c'est pas pareil, comme tu dis, hein, en Europe, c'est un peu avancé et c'est pas des salaires les moindres. Hein. Parfois, ça peut être 500 €, 1 000 €. Et en Afrique, tu peux te retrouver avec 50 000 francs CFA. C'est pas évident. Encore. Mais je pense que c'est déjà indispensable pour pouvoir inviter des jeunes à déjà être un peu autonomes financièrement. C'est-à-dire, la personne pendant 2-3 mois a pu travailler à la sueur de son front. La personne s'est déjà frottée au monde professionnel, au monde du travail et de l'emploi. La personne a appris déjà, même si la personne, ça ne s'est pas allé jusqu'au bout, la personne a déjà appris à comment chercher un travail et de l'emploi pendant 1, 2, 3 mois. Une jeune fille, par exemple, de 20 ans ou 18 ans, en fait. Je pense que c'est mieux que rien. Au moins, elle ne va pas être influençable par certaines personnes
qui vont tomber, par exemple, dans des vices, excusez-moi du terme. Je pense que c'est déjà indispensable. Ça invite déjà la personne à ne pas être oisif, à déjà chercher à s'autonomiser financièrement d'une manière ou d'une autre. Oui, Yasmine. Je comprends parfaitement ce que Nathan essaye de dire. Mais moi, en écartant le facteur financier, c'est surtout pour pousser aux autres à choisir le métier dont ils veulent, parce qu'ils auront beaucoup plus que ça en fait. Parce que si moi aujourd'hui je dois travailler par nécessité, je vais faire quelque chose que qui ne me passionne pas. Qui ne me passionne pas. Alors qu'on peut trouver nos voies partout. Je peux par exemple être étudiante en droit, mais aller commencer à faire de la peinture et m'inspirer et me dire « Ah, j'ai trouvé ma vocation ». Donc il faut d'abord avoir des motivations, comme mon frère a eu à le dire, d'abord. Et dès l'instant où tu es motivé, tu sais ce que tu as envie de faire, tu le feras avec bonté, avec amour et ça mais ira. si par exemple, on te propose autre chose qui n'a rien à voir avec ta formation initiale, qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Bah justement, c'est là en fait, j'essaie de voir qu'est-ce qui me plaît dans ce qu'on me propose. Est-ce que c'est la rémunération? Est-ce que je vais bien me sentir? Est-ce que le travail va m'apporter quelque chose, ne serait-ce que dans mon expérience professionnelle, dans ma vie professionnelle? Qu'est-ce que ça m'apporte, ou seulement le côté financier? Si c'est ça, je ne vais pas dire aux gens de non, n'allez pas travailler parce que, juste pour de l'argent, parce qu'on vit tous pour ça, on travaille tous pour ça, mais aussi qu'il y ait cette motivation, cette envie de faire quelque chose qui nous plaise. C'est surtout ça. Oui, c'est important de faire ce qui nous plaît. J'ai pour habitude souvent de dire que lorsqu'on vit de passion, on ne voit pas le temps passer. Si vous voyez les grands footballeurs aujourd'hui, comme Kaka, qui avait sa famille qui lui demandait d'être... je croyais que tu allais dire Sadio Mané. Oui, non. Bon, c'est des exemples similaires. Il aurait pu être avocat et autres. Voilà, Roger Federer, Rafael Nadal, c'est des milliardaires en culotte. Ils ont fait ce qui les passionne. Ils peuvent payer des médecins même, excusez-moi pour l'exemple, et payer des avocats, avec rien que leur prime. Oui, par exemple, une personne, on peut trouver une serveuse. Elle travaille, mais elle aime bien ce qu'elle fait. Elle aime bien son métier de serveuse. Oui, mais il faut faire la différence entre son métier. Là, on parle vraiment d'une période bien déterminée. Oui, bien déterminée. Ça peut faire, comme je disais tout à l'heure, 2 mois ou 3 mois. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas seulement l'argent, je ne veux pas dire seulement, mais l'argent peut-être à 95% qui motive la personne de chercher un job d'été. Il ne va pas faire ce métier, ce travail d'été comme son métier, mais c'est juste pour un moyen, comme il disait tout à l'heure, pour ne pas peut-être rester à la maison et subvenir à ses besoins. Après, je pense que c'est le but du contexte job d'été, c'est surtout ça. Je peux être un peu plus d'accord avec toi sur le fait de chercher ce job d'été à 95% pour avoir surtout des ressources. Pour surtout avoir des ressources, parce qu'il n'y a rien de tel que de recevoir des sous, son premier salaire, lorsqu'on sait que c'est la sueur de son front. Même si c'est 2000, il y a une grosse fierté. Lorsque j'avais reçu mon premier salaire en centre d'appel, même pas le premier salaire, rien que les primes, c'était 60 000. Mais je me sentais tellement à l'aise, comme si c'était des milliards qu'on m'avait donné en fait. Donc j'ose imaginer maintenant quelqu'un qui touche 10 fois plus ou 5 fois plus. C'est une fierté de savoir que je n'ai pas volé pour avoir cet argent. C'est la sueur de mon front, c'est mon investissement, c'est mon temps, c'est mon implication. Par contre, oui. Par contre, tu dis, le métier, le job d'été ne peut pas être seulement un job qu'on te présente. Tu peux tout créer un job, c'est-à-dire vendre des choses, te lancer dans un business. C'est ça en fait, parce que si on se focalise beaucoup plus dans aller chercher de l'emploi, ça sera vraiment limité au fait le secteur. Aujourd'hui, tu es en vacances, tu te dis que bon, je peux me lancer à vendre des choses, par exemple, je sais pas, sur les réseaux sociaux, par exemple, en ligne. Voilà, vous voyez un peu. Donc le job, avant tout, c'est l'idée, quand on parle du job, bien sûr, à côté, il y a le salaire, et puis après vient tout ce que vous voulez, la passion, je sais pas moi. En tout cas, mais la première raison, l'occupation, la première raison, c'est d'abord l'argent. Vous voyez un peu, c'est d'abord l'argent. Et pour aider aujourd'hui la jeunesse à chercher, ça ne veut, en fait, il ne faut pas seulement pousser les gens à aller chercher du travail, mais aussi à créer du travail. Parce que c'est aujourd'hui ce que l'Afrique a besoin. Parce que du travail, vraiment, il en manque. Déjà, tu as fait part que tu es arrivé jusqu'à chercher la laverie. Mais alors que si tu t'étais même dit dans ta tête, si j'ai 50 000, si je cherche à investir ça quelque part. C'est un entrepreneur qui parle. Vous voyez. Donc le problème, c'est ça en fait. Oui, je suis vraiment énormément d'accord avec toi parce qu'il parle de créer de l'emploi et du travail. En le faisant, on essaye déjà de faire résorber le chômage.
en créant du travail et de l'emploi. Par exemple, lorsqu'on est diplômé, on sait qu'en finissant les études de la licence, peut-être ou master, en Afrique généralement, chose qu'on ne souhaite pas, c'est souvent minimum 1 an, 2 ans, voire 3 ans de chômage. Mais lorsque on crée... Ça, c'est selon toi, hein? Tu as observé? Non, pas seulement selon moi, c'est un fait. Quelqu'un qui rentre, par exemple, de Paris, qui rentre à Libreville, on le voit assis au pays pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans. La même chose que ce soit à Kinshasa ou à Libreville. Je pense que le job d'été, vas-y. Pense que le job d'été te permet plus aussi que de t'aider à te chercher, à ne pas dépendre des gens. Parce que si tu as déjà l'habitude de travailler pendant un certain temps, arrivé à ce stade-là, vous avez un master ou une licence, mais vous n'allez pas dire oui, je vais attendre de trouver un travail. Non, vous pouvez vous lancer, travailler dans... Oui, je vais rebondir sur ce que notre entreprise... Ce qu'il disait est très important. Si vous créez, quelque part aussi, vous allez embaucher. Oui. Pas pour une longue durée, mais pour 2 ou 3 mois, vous pouvez prendre des gens à qui vous pourrez remettre quelques sous. C'est toujours rentable, même pour vous-même et aussi pour les personnes qui cherchent du travail. Alors, ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'en Afrique, on a cette culture de chercher le job d'été? Peut-être qu'on veut un travail déjà. Mais un job d'été, on travaille, on est étudiant et qu'on arrive pendant les vacances, on se dit, moi je suis fatigué, je veux me reposer. On n'a pas vraiment cette culture. Nous, en tant qu'Africains, la plupart, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais je vais parler pour une grande partie. Quand on est en vacances, là, c'est le moment de détente, le moment de s'amuser. Le moment de repos, on voit les vacances comme une opportunité. Donc, on n'a pas vraiment cette mentalité, cette culture à vouloir nous occuper pendant les vacances ou à faire quelque chose de plus productif. On ne fait rien, mais on aime juste en profiter. Donc, je pense que, surtout avant de conseiller aux gens d'aller chercher les jobs d'été, c'est déjà les amener à comprendre qu'ils peuvent faire autre chose. Ils peuvent se surpasser en essayant de créer quelque chose de nouveau dans leur vie. Alors, qu'est-ce que vous conseillez pour toutes ces personnes qui nous regardent? On est en période d'été, voilà. Je veux m'appuyer sur ce que notre entrepreneur venait de dire. Côté de l'entrepreneuriat, nous sommes au 21e siècle en fait. Lorsqu'on décide d'entreprendre, on contribue d'une manière ou d'une autre à l'économie aussi du pays et on vient faire disparaître le taux de chômage. Si par exemple il a ouvert avec sa bourse ou ses épargnes un salon de coiffure ou une boutique peut-être pour faire de la couture, lorsqu'il emploie 1 ou 2 personnes, salon de coiffure pour hommes et femmes, si moi je sais coiffer, ça me fait du travail, ça me fait de l'emploi. Il y a aussi le lavage de maison, mais quelque part, est-ce que ce n'est pas aussi un complexe? On a un Master 2, je veux commencer par la licence. On a la licence 3, on a un Master 2, on a un doctorat, et on cherche un job, on vous présente, on vous dit, voilà, vous pouvez laver les voitures, par exemple. Est-ce que quelque part, les gens qui refusent ces opportunités-là ne sont pas complexés quelque part? Déjà, le problème, ce qui est sûr, à l'école, on ne vous apprendra pas comment chercher du travail, on vous apprendra comment travailler. Et les jobs d'été, ça te permet, tout en sachant que tu apprends, que tu aies déjà une certaine expérience, en fait. Maintenant, comme tu as pour revenir à ce que vous êtes en train de me dire, sur le complexe, c'est ce que tu es, en fait. Aujourd'hui, c'est ce que tu es, en fait. Donc, comme pour mon frère qui dit que tu rentres, toi, tu as quitté l'Europe, on a investi des millions sur toi, tu rentres, tu fais 1 mois, 2 ans, 2 ans. Ça veut dire que forcément, je ne sais pas si tu as un problème avec ce que tu as appris, tu ne sais pas ce que tu as appris peut-être, ou soit encore tu es trop limité, tu es trop restreint en fait, alors qu'aujourd'hui, il y a plusieurs dom-dom. Par exemple, en ayant lavé des voitures, tu peux faire la connaissance d'une personne qui à la fin qui peut te donner le boulot. Oui. Moi, je me rappelle, j'avais un pasteur qui a eu son boulot derrière la maçonnerie. C'est-à-dire qu'il parlait anglais et on a dit, mais comment ça, toi tu parles anglais, tu te retrouves ici. Et c'est à partir de là qu'on l'a pris pour devenir interprète et à partir de l'interprétariat, il a su se lancer dans ce qu'il avait appris à l'école. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de sous-métier, il y a que sortes de personnes. Il faudrait vraiment essayer d'exploiter. Tout ce qui se présente, tu le prends d'abord comme il est. Tu vas toujours acquérir quelque chose, que tu le veux ou pas. C'est-à-dire, même si tu ne fais pas, genre, je ne sais pas, dans la maçonnerie, je ne sais pas, dans la construction, et que tu t'allais dans la construction, forcément tu vas acquérir quelque chose. Parce que forcément, un jour, tu vas construire.
tu sauras que bon, pour construire, forcément, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Alors, Je salue. Partage son avis. Oui, je salue beaucoup la polyvalence des jeunes. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, même si elle est banquière, elle aime tellement la pâtisserie que depuis l'université, elle arrive à faire des crêpes, des gâteaux. À ses heures perdues, elle fait de la pâtisserie, de la prestation pour des mariages, anniversaires et baptêmes. C'est de l'entrepreneuriat aussi. Au cas où le chômage arrive, elle a son petit business à côté. Moi, par exemple, pour offrir les premiers cadeaux, le tout premier cadeau de Noël de mon fils, je partais faire de la peinture chez des Turcs aux Almadies. J'ai su et j'ai appris comment il fallait mélanger de la peinture. Par exemple, vous allez peut-être voir du blanc sur un mur. Mais on va peut-être penser que c'était un seau de peinture tout blanc. Ah non, non, non. C'était peut-être du mélange, peut-être du marron, peut-être avec du jaune. Sur l'état comme ça? Oui, en fait. Je l'ai appris pendant des jours. Donc, clairement, vous allez peut-être voir du vert ou du violet. Ce n'est pas un seul seau de peinture vert ou violet. C'est un mélange, c'est de l'art qui est passé là, c'est de l'apprentissage. C'est vraiment de l'apprentissage. Mais je vais revenir quand même sur ce que tu disais, que lorsque tu cherchais un job d'été, tu as voulu faire je crois que tu parlais du lavage, et un ami t'a dit, faut pas oublier d'où tu viens, mais qui tu es. Non, il m'a dit, tu ne vas pas aller jusqu'à ce niveau, comme je ne veux pas que tu te mettes la pression. Qu'est-ce que tu as fait en fait? Tu l'as Non, écouté, je ne l'ai pas écouté, j'ai demandé, vu qu'ils m'ont dit, on va vous faire signe. Et ils ne m'ont pas fait signe. J'ai senti que, même lavage auto, pas de retour, alors là, vraiment, c'est compliqué. Alors, Yasmine voulait rebondir sur l'apprentissage dont il parlait. Oui, je voulais surtout répondre à votre question que oui, il y a un complexe. Je pense que c'est surtout notre éducation. On a tendance à minimiser tout ce qui n'est pas du secteur pédagogique ou tout ce qu'on n'apprend pas sur les bancs. Donc, on minimise tout ce qui est artisanal, tout ce qui est petit boulot. On se dit que non, je ne peux pas aller faire le ménage dans une maison alors que je suis à l'école, j'étudie pour devenir une grande personne. Donc, je pense que ça vient de là le problème. Mais justement, ce que tu es en train de dire, je vais rebondir là-dessus, même si on peut être complexé quelque part, je ne suis pas d'accord avec les gens qui sont complexés, d'accord? Mais ce que je veux dire, si par exemple tu as une formation, tu as suivi une formation, à partir de là, tu peux aussi donner des cours de renforcement de capacité. Toi, tu connais ce qui est juridique et tout, au lieu d'aller faire la coiffure, tu peux quand même donner des cours dans ce sens-là. Est-ce que tu ne penses pas que ça serait aussi une bonne chose pour ne pas trop s'éloigner de sa formation initiale? Oui, après c'est un choix, Tu peux te décider de, oui, moi j'ai envie pendant mes thés m'occuper à faire des cours, à enseigner, ou comme je peux aussi pendant mes vacances m'occuper à apprendre autre chose, à travailler dans autre chose. C'est un choix. Mais il y a aussi le côté complexe qui surgit, parce que je veux dire non, je ne vais pas aller faire des petits boulots pour qu'on me renumère 10 francs alors que j'aspire à devenir une grande avocate. C'est surtout, il y a ce côté-là aussi. Et que pensez-vous des jeunes étudiants, dès qu'ils terminent leur année scolaire, je veux dire, après, ils vont quand même au village faire de l'agriculture? Mais c'est vraiment encourageant, Je crois que c'est cette initiative. C'est vraiment encourageant. Alors, qui veut répondre en premier? Voilà, je le laisse la parole. Non, je salue cette initiative. J'aurais vraiment aimé être à leur place, c'est-à-dire me rendre, par exemple, à OIMC dans le nord du Gabon, dont ma maman est originaire, par exemple, apprendre comment planter des feuilles de manioc et autres. Avant, quand j'étais beaucoup plus jeune, je me disais que ce n'était que des travaux champêtres pour femmes. Alors là, non, en fait. Avec ma façon de réfléchir aujourd'hui, non, ce n'est pas réservé qu'aux femmes. C'est-à-dire, ça peut aussi me donner une certaine indépendance. Au lieu de me lever à l'acheter des chikwang ou des manioc, vous connaissez, de 3 à 400. Mais si je sais le faire moi-même, à travers ça, je peux aussi créer de l'emploi. Ouvrir un petit commerce avec, manger ce que moi-même j'ai planté en fait. Mais ce qu'on dit également, quand un étudiant le fait, il ne doit pas oublier qu'il est encore étudiant. C'est juste une période, il peut apprendre, je comprends ce que tu dis, mais à un moment donné, il faut que tu reviennes et que tu termines tes études. Je ne sais pas si tu partages cet avis. Si l'opportunité se présente, est-ce qu'on peut continuer dans l'agriculture ou bien on finit d'abord ses études? Le but ultime déjà de l'école, c'est t'amener à être indépendant. C'est ça, non? C'est-à-dire travailler. Oui. Si aujourd'hui tu as moyen déjà de gagner de l'argent, pourquoi quand tu dois étudier, sincèrement? Moi, je trouve déjà. Non, moi je trouve. Tu vas réagir tout à l'heure. C'est-à-dire que l'école déjà n'a pas d'âge. Tu peux apprendre même à 40 ans, même à 50 ans. Tout dépendra de toi, même si beaucoup de gens ont souvent l'habitude de mettre l'âge
on te griffe pour dire que je vieillis. Non, l'école n'a pas l'âge. On apprend tout le temps, c'est ce qu'on nous dit en fait. Donc aujourd'hui, on sait bien que le but de l'école, c'est pour nous amener à l'indépendance. Si tu trouves un truc qui te permet d'aller vers l'indépendance, pourquoi alors tu veux laisser cela pour continuer tes études alors que rien ne te rassure qu'après la fête de tes diplômes, que tu auras un travail qui va te garantir ta liberté. Yasmine veut réagir. Alors, étudier ne veut pas, quand on étudie, ça ne veut pas dire que forcément on va faire ce qu'on a appris. Donc, faire un travail d'été et que tu trouves que ça avance, tu dois encore retourner dans les bancs et apprendre. Parce que c'est en apprenant que tu pourras gérer ton côté, ton activité à côté. Tu ne peux pas, moi une personne qui est en 3e maintenant, qui décide d'arrêter l'école parce que, soi-disant, au village, il a commencé à travailler et qu'il voit que ça commence à changer. Moi, je trouve que c'est pas du tout une bonne idée. Mais moi, je trouve que l'éducation On te laisse clore la première partie de cette émission. L'éducation scolaire et universitaire, je ne vois pas seulement ça dans le cadre de vouloir être indépendant financièrement plus tard. On dit bien éducation, parce que l'éducation que nous donnent nos parents ne peut pas parfois être suffisante en fait. Parce que souvent, il y a des conseils souvent que j'ai eu à mettre en pratique dans ma vie. Peut-être que j'ai écouté à travers un prof, à travers une maîtresse ou autre qui reste gravé dans ma mémoire. Justement. Voilà, en fait. Et donc, les petits jobs, on peut s'orienter aussi et accepter quand même d'apprendre et apprendre, je veux dire, le métier artisanal. Ça sera donc le deuxième sujet. On va se retrouver juste après cette première partie. On se dit à tout de suite. Bienvenue dans la seconde et dernière partie de Génération News. Je suis toujours avec mes invités et cette fois-ci, nous allons parler d'un sujet important, comme celui déjà qu'on a abordé en première partie d'émission. Comment amener les jeunes à se tourner vers les métiers artisanaux? Je disais à l'entame de mes propos qu'il y a beaucoup de préjugés. Yasmine, est-ce qu'aujourd'hui déjà, on va définir un peu qu'est-ce que c'est un métier artisanal selon toi? Est-ce que tu peux aider ceux qui nous suivent actuellement? Alors, je vais plutôt illustrer ou donner des exemples, ça sera plus simple. Alors, un métier artisanal, ça peut être de la peinture, le mécanique, tout ce qui est manuel, tout ce qu'on fait avec la main. Ça peut être même la couture. Donc, c'est tout ce que tu fais avec la main. Et je pense, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, le fait... Il y a beaucoup de préjugés. Oui, il y a beaucoup de préjugés, les gens le dévalorisent. Je pense qu'on a tendance à penser que si je ne passe pas par les bancs, si je ne deviens pas une grande personne, une grande avocate ou un professeur, ça voudra dire que j'ai échoué. C'est ce qui fait défaut à ce secteur-là, parce que moi aujourd'hui j'aurais honte de devenir par exemple une couturière, parce que ça voudra dire que j'ai échoué durant mon parcours scolaire, ou j'ai échoué envers mes responsabilités, les responsabilités que j'avais envers mes parents ou envers la société. Alors Nathan, est-ce que tu as l'impression que tout le monde comprend quand on parle des métiers artisanaux? Ou bien on a l'impression que c'est plutôt la mode, ou bien être peintre, voilà. Non, mais pas forcément. Ça part d'abord tout d'une base d'une ingéniosité. On peut voir ça souvent avec des enfants de 8, 9 ans, 10 ans qui arrivent déjà à caricaturer des personnes. Pour moi, je salue déjà ça, je vois déjà ça comme de l'art. Et au fur et à mesure, l'enfant grandit avec chaque année. Plus tard, les portraits, il arrive à mieux les faire. Il n'est pas allé dans une école pour apprendre cela. On peut voir par exemple le cas de Boubou Design qui fait la fierté de l'Afrique, le Sénégalais. Je ne sais pas si vous le voyez sur Instagram et à travers les 4 coins du monde. Comment il arrive à faire plus que des portraits avec de la peinture, avec du sable, avec de l'art en fait. On peut considérer ça comme l'art artisanal. Est-ce qu'on le voit dans nos écoles? Je sais que dans certaines écoles, on apprend aux enfants les arts plastiques. Est-ce que après cet enfant-là arrive quand même à s'orienter vers ce métier, ou bien le parent se dit non, mon fils, il doit devenir médecin, même si l'enfant est passionné dès le bas âge, le parent essaie d'orienter l'enfant vers autre chose. Qu'est-ce que le parent devrait faire quand il observe son enfant, Griel? Déjà, ça passera forcément la sensibilisation pour essayer de faire comprendre déjà aux parents que la personne doit faire d'abord ce qu'il veut.
c'est-à-dire vivre de sa passion, pour ne pas voilà, s'ennuyer, pour ne pas faire les choses parce que, voilà, on a dit. Dommage pour nous, aujourd'hui, les parents veulent s'impliquer dans les choix, en fait, à venir professionnels des enfants. C'est dommage. Maintenant, pour amener à ce que cette pensée-là puisse quitter, déjà, c'est de pouvoir déjà amener aux gens, c'est-à-dire sensibiliser les gens, donner des avantages du métier. Parce que beaucoup de gens, s'ils orientent leurs enfants vers les études de médecine, c'est parce qu'ils se disent que là-bas, il y a beaucoup d'argent. Alors qu'ils oublient que oui, dans l'artisanat aussi, il y a de l'argent. Mais pour quelqu'un qui a, je vais donner un exemple comme ça, quelqu'un qui a fait beaucoup d'années de médecine, après, il décide d'être boulanger. Comment tu le vois? Oui, Griette, tu veux réagir? Non. Yacine, Moi, je trouve que c'est un choix personnel auquel personne ne devrait juger, au fait. Il n'y a pas de sous-métier. Du moment où tu travailles, tu gagnes ton argent à la sueur de ton front, c'est quelque chose de noble. Donc, on ne devrait pas juger une personne parce qu'il a fait 10 ans d'études et que maintenant, il a décidé de se reconvertir pour devenir boulanger et que ça voudra dire forcément qu'il a échoué. Il n'y a pas que ça. Peut-être qu'il travaillait, il a fait les 10 ans, mais il n'était pas épanoui, il ne se sentait pas bien. Donc, il a trouvé sa paix intérieure, il a vu que sa passion, c'était plutôt la boulangerie que la médecine. Donc, je pense qu'on devrait arrêter de critiquer les gens selon leur choix. Au contraire, les encourager, les mener à se découvrir, à chercher à savoir qu'est-ce qu'on veut réellement faire dans notre vie, qu'est-ce qu'on veut laisser comme héritage. Oui, les gens doivent comprendre que ces métiers artisanaux sont des métiers d'épanouissement. J'aime bien ce que tu nous dis. Oui, Réal, tu voulais réagir déjà, par rapport à la réponse. Par rapport à ce qu'elle a dit. Et une émission que je suis souvent, sur Canal+, bien sûr, je ne sais plus trop, ça parle de réussir, genre réussite en Afrique, réussir en Afrique. Oui. Et du coup, il y a un monsieur qui a laissé le secteur banquier, c'est-à-dire un gars qui a fait des études en banque et finance, qui a décidé de laisser pour aller se orienter vers l'entrepreneuriat dans les métiers artisanaux. Bien sûr, il a commercialisé la vente de beignets, haricots, l'autre là, je crois que j'ai regardé cette émission. Au niveau du Cameroun. Oui. Vous voyez un peu. Et c'est devenu comme un fast-food, en fait, on va dire. Mais est-ce que là, est-ce qu'il n'a pas vu l'opportunité? Est-ce que tu es sûr que c'était plutôt la passion qui parlait? Non. Ou bien c'est l'opportunité? Ça dépend de la motivation. Déjà, s'il a laissé ce secteur-là pour aller dans un autre secteur, forcément, il a vu les ouvertures qu'il y avait dans ce métier. Et aussi, forcément, il a fait par passion. Parce que quand tu l'écoutes parler, il veut amener quelque chose de nouveau. Et quand tu vis avec de la créativité, tu vis de toi-même, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas une reconversion professionnelle dans ce sens-là. Aussi, si tu es passionné, ça peut se comprendre, comme Yasmine le disait, mais pour quelqu'un qui voit l'opportunité, c'est plutôt une reconversion professionnelle. Oui. Nathan, j'aimerais bien t'entendre. Oui, en fait, ça peut être une reconversion, mais concernant le cadre de l'art artisanal, je peux apprécier ça parce qu'en fait, ça vient de la production de l'énergie des mains de cette personne. La personne ne se sert pas des machines ni d'un ordinateur. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'île de Gorée. Oui. En fait, à Gorée, lorsque vous arrivez, vous visitez. Il y a certains qui font, par exemple, des tableaux sur place avec du sable. Je ne sais pas si c'est un sable surnaturel. Ils arrivent à faire des masques sur place. Ça ne prend pas des mois ni des jours, en fait. Et c'est tellement beau à voir la représentation de l'Afrique, le mélange des couleurs et autres, en fait. Jusqu'où cet art artisanal peut arriver, en fait. Et est-ce que nos chefs aussi, on va dire que dans certains pays, il y a des écoles qui permettent aux enfants ou aux jeunes de s'orienter vers ces métiers-là, mais il n'y en a pas beaucoup quand même. Est-ce que, Yasmine, tu ne penses pas que ça devait commencer par là? Oui, en fait, la communication qu'on devrait faire, la communication destinée aux enfants devrait être également destinée aux parents et au système éducatif. Parce qu'on ne met pas la même énergie qu'on met dans le système éducatif, à l'école. Oui. Je pense que créer des écoles spécialisées dans l'artisanat et aussi mettre les moyens et l'énergie qu'on met dans les autres écoles pédagogiques. Je pense que c'est surtout ça. Ça doit être maximisé en Afrique parce que l'Afrique a énormément de talent à travers, même à travers la couture, on peut retrouver l'art artisanal. Le pagne, l'Afrique est tellement beau et riche. Au passage, je salue la couleur et la beauté de vos boucles d'oreilles. Merci. Il y a du pagne dessus. Je considère ça aussi comme de l'art artisanal
artisanale qui marie avec... C'est normal, c'est le thème. Voilà, en fait. Il fallait respecter. Voilà, en fait. D'autres personnes peut-être vont être habituées à des boucles d'oreilles faites en boutique, mais là, il y a du pain, du wax dessus, je pense. C'est de l'art, c'est de l'ingéniosité, c'est de l'imagination. Et pour revenir à vous aussi, je pense qu'il faut une sensibilisation, une campagne pédagogique, valoriser ce secteur-là depuis le jeune âge, mais aussi une sensibilisation incitative, inciter aux jeunes à se lancer, à créer, à vouloir chercher, à apprendre et aussi à respecter ce métier. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres conseils à donner pour promouvoir ces filières-là, Griel? Aujourd'hui, on parle, excusez-moi, c'est vrai qu'on m'a posé comme entrepreneur, mais moi, je suis beaucoup pour l'évolution de l'Afrique, c'est-à-dire que ça passera bien sûr à travers l'entrepreneuriat. Tous ces grands, c'est-à-dire l'Europe, avec tous ces multinationales et tout, ce sont des gens qui ont entrepris et tout. Et je crois que orienter les gens vers l'artisanat, c'est une manière aussi de créer des activités et autres. Donc c'est vraiment important que l'État déjà puisse se mettre. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de l'agriculture en gros, mais aussi l'artisanat en fait. Aujourd'hui pour pouvoir, en passant, je vois les Sénégalais fabriquer les sonnelles qui se font par-ci par-là. Vous voyez un peu, si on pouvait mettre de l'accent sur ce qu'ils font, les accompagner, pour donner plus de la valeur à cela, ça ferait rentrer aussi de l'argent dans la caisse de l'État, créer du job et beaucoup de choses. Mais cela demande également des moyens. Il y a des gens qui sont passionnés, ils sont talentueux, mais ils manquent de moyens. En ce moment-là, qu'est-ce qu'ils devaient faire pour ne pas rester à la maison? Est-ce que quelque part, c'est vrai qu'on parle de l'État, mais quelque part aussi, la personne soi-même peut faire des petits jobs, comme on disait en première partie d'émission, faire des petits jobs, épargner et ensuite peut-être lancer son business. Au cas où la personne n'a pas ce réflexe, Nathan, qu'est-ce que cette personne doit faire en fait? Si la personne n'a pas ce réflexe, la personne peut continuer dans son activité. Si la personne n'a pas ce réflexe, elle peut se lancer dans son entrepreneuriat, c'est-à-dire continuer par exemple avec la confection. Aujourd'hui, je vois par exemple au marché artisanal et au HLM, il y a maintenant je ne sais pas si vous connaissez des babouches ou des chaussures de bain là. Il y a ça maintenant en motif africain. Ça, par exemple, c'est de l'art, c'est artisanal, c'est beau, c'est magnifique, c'est la représentation de l'Afrique. Il n'y a plus trop de sacs à main de Louis Vuitton, ceux qui viennent des Blancs. Il y a maintenant des sacs à main, c'est encourageant, ça se fait tellement vendre. Des sacs à main avec des motifs africains, des sacs à main comme, je ne sais pas, des porte-monnaies, des portefeuilles avec des motifs de l'Afrique. Il y a déjà même aussi des costumes déjà avec il y a déjà des costumes avec des motifs africains. Quelque part aussi, c'est valoriser notre culture. C'est valorisé. Désolé pour l'exemple, je vois un journaliste sur le plateau d'Africa 24 qui s'est diversifié avec cet accoutrement-là même. Oui, d'accord, on ne va pas rentrer dans les détails. Oui, pour revenir à vous, on ne devrait pas attendre qu'une personne vienne nous donner quelque chose pour pouvoir décoller. On peut commencer d'un rien. On peut commencer juste un rien. Si par exemple aujourd'hui on n'a pas envie d'aller travailler, on peut commencer, on a 25 francs, commencer à travailler avec ça et au fil du temps ça va se développer et on pourra encore développer d'autres structures et d'autres systèmes. Ne pas seulement dépendre des gens parce que je pense que c'est aussi un problème qu'on rencontre ici en Afrique. On a tendance à attendre les autres. Aujourd'hui, vu que je ne trouve pas de travail, donc je vais rester chez moi et attendre ce que l'État fera pour moi. Donc aujourd'hui aussi, j'ai pas envie d'aller travailler forcément dans un restaurant pour gagner d'argent, pour pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je peux essayer de voir avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire avec le peu que j'ai ici. Qu'est-ce que je peux créer avec ce que j'ai? Comme ce que mon frère avait dit tout à l'heure, essayer de se lancer avec des petits moyens, par exemple commencer à coudre ou à dessiner. Tout ça, là, ça fait partie du métier d'artisanat et qu'on peut commencer à partir d'un rien. Et l'art, c'est vraiment de l'argent. Comment persuader, convaincre un jeune qui ne sait pas, qui ne connaît pas vraiment l'importance de l'art à s'orienter vers ces métiers artisanaux? Comment le convaincre? Est-ce qu'il doit observer les gens qui le font déjà ou bien faire tout un cours? Après c'est compliqué parce que comme on l'a dit, l'art, tu dois d'abord aimer ce que tu fais. C'est pas comme n'importe quel job que tu vas juste, je vais aller travailler, je vais servir, je vais répondre au téléphone. Non, là tu crées. Donc ça doit venir aussi, ça doit être en une partie une passion. C'est une flamme de talent intérieur. Voilà, un état d'esprit.
Parce que même si je vais dans une école, j'apprends, mais si je n'aime pas ce que je fais, je ne pourrai jamais me surpasser, je ne pourrai jamais donner le meilleur de moi-même. On dit l'appétit vient en mangeant. Quelqu'un peut aussi apprendre sur l'État, comme ça. Je pense que c'est toi qui le disais tout à l'heure, un Griel. Quelqu'un peut-être qui ne s'y connaît pas, mais qui observe son père, et la passion peut naître ainsi. Effectivement, la passion peut naître. Personnellement, sur ce sujet, vraiment, je crois que, moi personnellement, je crois déjà que ça doit passer d'abord par l'État et l'État par les parents pour amener les jeunes. Parce que si déjà l'État pouvait déjà offrir des formations gratuites, déjà ça pourrait aboutir à ce que certaines personnes puissent voir qu'ils peuvent avoir des talents cachés, des choses comme ça. Moi, je pense que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Oui, Bon, c'est l'inverse. L'inverse, oui, explique-nous. Dans le sens où, même si l'État met toutes les dispositions pour qu'on puisse être à l'aise et travailler dans ce domaine-là, mais si nos états d'esprit, si nos parents sont toujours ancrés dans un certain contexte que non, ma fille ne mérite pas d'aller faire de la couture ou ne mérite pas de faire de la coiffure, oui. on ne pourra pas on ne pourra pas s'en sortir, excusez-moi. Donc je pense qu'il faudra d'abord changer la mentalité d'abord. Il y a certains pays qui ont quand même dépassé cela. Le parent doit détecter le talent de l'enfant très tôt. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des enfants de 8-9 ans, ils vous font des caricatures vraiment sans voix. C'est beau à voir. Ils vous font des caricatures. J'avais ma petite sœur qui rêvait d'être styliste. En fait, c'était naturel en elle. Chaque fois qu'elle revenait de l'école en classe de C1, C2, c'était de dessiner les robes de sa maman. Et autre, elle disait, plus tard, je veux être styliste. Est-ce qu'on peut parler quand même de changement d'attitude, ou bien vous avez l'impression que rien ne change, ça n'évolue pas? Moi, je pense que ça n'évolue pas. Et pourtant, c'est quelque chose comme il a eu à le dire, on peut commencer depuis au jeune âge, le contrôler et voir. Il y a certaines écoles dans certains pays, eux, ils offrent, il y a certaines matières spéciales pour l'art plastique, pour d'autres choses. Et c'est à partir de là qu'ils arrivent à détecter que cette personne-là, elle va faire bac BTS, lui, il va faire bac en économie, lui, il va faire bac en bâtiment, ce genre de trucs. Donc, je pense que si ici en Afrique, on essaie de mettre ça aussi dans le programme scolaire, oui. On pourrait aussi aider à changer l'état d'esprit des gens. Bon, elle dit que rien ne change, ça n'évolue pas. Je ne sais pas si tu partages son avis. Est-ce que c'est plutôt générationnel? Peut-être nos aïeux, nos parents avaient une certaine mentalité. Aujourd'hui, les jeunes ne voient plus les choses de la même manière. Moi, je crois même que c'est, en termes de mentalité, je crois que l'Afrique fait déjà qu'un certain pas, puisqu'il y a les informations qui sont là. On sait que les grandes multinationales, ce sont des gens qui vendent des sacs, d'autres là, je sais pas, Chanel et autres, tout ce qui fabrique bijoux. Arrêtez de citer les marques, s'il vous plaît. Donc, en fait, ce que je veux dire, même déjà avec l'émission qu'on appelle Afrique, un incroyable talent, on retrouve des jeunes qui viennent exprimer leur talent. Cela aussi pousse à s'ouvrir au fait. Moi, je ne te peut-être pas trop dans nos conseils que je voulais acculer l'État en fait, mais c'est une manière de communiquer en fait. C'est de la communication en fait. Amener les gens à changer l'état d'esprit, c'est dans la communication déjà. Déjà exposer des formations gratuites, c'est une manière de communiquer pour dire que oui, il y a des avantages, il y a des débouchés dessus. Pourquoi pas essayer. Mais il y a également un autre aspect de formation. On peut être talentueux, passionné, mais il faut être formé. Forcément, il faut être formé. Oui. Parce que, comme elle a su le dire, lorsqu'on parlait de comment trouver le job l'été, elle a su le dire, elle a dit que c'est pas parce que tu as forcément trouvé là où gagner ton pain que tu vas arrêter l'école, c'est-à-dire arrêter la formation. On a toujours besoin d'être formé pour avoir certaines aptitudes pour faire face à beaucoup de réalités sociales. Est-ce que, Nathan, tu penses que les jeunes ont une autre perception par rapport à l'art? Je prends ton exemple, ton enfant, aujourd'hui, tu maximises sur ses études et beaucoup d'argent, mais à la fin, tu veux bien qu'il soit médecin, mais à la fin, il s'intéresse à autre chose. Il peut te dire que moi, je serai pâtissier. Est-ce que tu vas l'accepter? Je peux l'encourager dans ça. Déjà, dès son bas âge, en ce moment, il est en train de faire ses premiers cours de natation. Bon, moi, la vision que j'ai, je lui souhaite d'être un futur Michael Phelps, plus grand champion en médaille aux Jeux Olympiques. Mais s'il s'intéresse à la pâtisserie, je peux l'encourager. Tu n'as aucun souci par rapport à ça. Je n'ai aucun souci. Donc, il y a un changement. Bon, je ne sais pas si tu es d'accord. Alors, moi, quand je parle de changement, je parle de... Oui, certes, il y a un changement, mais
en minorité, voilà le mot, c'est en minorité, c'est pas beaucoup de personnes qui sont ouvertes. Même par exemple, aujourd'hui, il y a un concours de chant, par exemple, mais il y aura certains parents qui vont dire non, ma fille, elle va pas aller chanter, mon fils ne va pas aller chanter, non, tu vas nous rabaisser, non, tu vas nous minimiser. Donc, c'est pas tout le monde, c'est une minorité qui commence à évoluer. Donc, la question, c'est comment ramener la plus grande majorité restant à côté à changer de mentalité, à voir le monde autrement. Mais il y a aussi des parents qui le disent par expérience. S'il te donne un conseil, parce que peut-être qu'il est passé par là, pour lui, il s'est dit que si tu prenais ce chemin-là, tu risques de ne pas t'en sortir. Et je pense que là aussi, il faut comprendre un peu la philosophie ou bien l'idéologie de certains parents, Griel. La vie, elle est pleine de risques, à ne tente rien à rien. C'est pas parce que le parent a eu une expérience négative sur ça que l'enfant aussi forcément aura. Donc là, comme on dit, les époques ne se ressemblent pas. C'est peut-être à l'époque où le papa s'est lancé dans le truc, il n'y avait pas trop d'accent sur ça. Mais aujourd'hui, il y a maintenant de l'accent. Les gens accompagnent cela. Moi, je prends l'exemple du Rwanda. Aujourd'hui, quand vous voyez leur programme scolaire, il y a ce truc-là de musique, chose qui était avant, hein. Bizarrement, je ne sais plus pourquoi on enlève ça. Il y a des trucs de musique et des choses comme ça, en fait. Aujourd'hui, même, c'est ce qu'on devait faire dans les universités. Impliquer certaines choses parce que les trucs de l'art, ce n'est pas seulement forcément fait pour gagner, genre, ça permet aussi de se détendre, d'être créatif. Vous voyez, il y a beaucoup des avantages autour de notre vue, de détendre notre attention. Ça met dans la créativité, à beaucoup de choses, en fait. Tu veux réagir, vas-y. Oui, comme je disais, d'éblouir ma vue lorsque je vois des montages de tableaux, des statuettes faites par des jeunes. C'est waouh, ça éblouit ma vue, ça détend mon humeur. Et même des artistes musiciens aussi nous permettent de se distraire. Il y a des messages pour sensibiliser les populations. Quelque part aussi, on peut encourager ce côté-là. Ouais. Après, c'est pas parce que ça ne fait pas partie des cours qu'on a appris au banc que forcément on va échouer, parce que on peut même faire des cours et arriver à un moment où on devient docteur, mais échouer au fil du temps. Donc, les expériences des uns ne font pas forcément le futur des autres. Ce que tu as eu à vivre dans le passé, je ne suis pas obligée de les revivre. Peut-être qu'au contraire, je prendrai en compte les facteurs qui t'ont poussé à échouer, et moi je verrai comment évoluer et comment prendre en compte tous ces risques et pouvoir aller de l'avant. Et aussi il y a le fait que peut-être qu'ils n'étaient pas accompagnés, il n'y avait pas les structures mises en place. Donc aujourd'hui, si mes parents par exemple m'accompagnent, m'encouragent dans ce que moi je fais, et qu'il y a aussi l'aide d'État, je pense qu'on peut arriver à quelque chose. On peut arriver à quelque chose, mais justement, comment le faire? C'est vrai que dans tous les pays, ce n'est pas vraiment pareil. Je peux parler du Congo-Brazzaville, il y a une école de beaux-arts, mais tout le monde, parfois, tu vois, les jeunes ne s'y intéressent pas. Est-ce que quelque part, ça vient, je ne veux pas dire l'État comme ça, mais est-ce que ça ne vient pas de notre éducation, de l'éducation même, de ce qui se passe dans le pays? Oui, c'est beaucoup. Vraiment, c'est ça, en fait. Le problème, c'est comme on l'a dit, en fait, la sensibilisation, en fait. Arriver, parce que moi, déjà, j'ai fait des études d'ingénierie et je veux continuer dans l'architecture. Et quand vous voyez l'architecture, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans les machines maintenant. Mais sinon, pas, c'est de l'art. Il faut être créatif, en fait. Les écoles que vous parlez aujourd'hui au niveau de Brazzaville, ce sont des écoles d'art. Aujourd'hui, si tu apprends cela, tu peux facilement t'orienter dans des métiers qui vont te permettre de gagner aussi facilement. Mais comment faciliter les choses? Il faudrait aussi organiser des forums. Je crois qu'au Sénégal, on arrive à le faire. Oui, des panels, justement. Est-ce qu'il faudrait multiplier ce genre d'initiatives pour valoriser il faut multiplier ce genre d'initiatives pour appeler la jeunesse à s'intéresser énormément à l'art. Il va terminer après. Pour s'intéresser énormément à l'art. Vous êtes dans l'ingénierie. En tout cas, ingénierie en bâtiment. Oui. Mais je peux considérer ça comme de l'art. C'est de l'art. C'est de l'art parce que si par exemple je vous dis que je veux une maison de 4-6 étages, R+6, peut-être le bâtiment, dans votre ingéniosité, vous n'allez pas me faire le devis comme d'autres ingénieurs, vous allez le faire à votre manière. Les gens se rendant chez moi vont me demander, oh Nathan, comment tu as fait pour construire une maison comme ça? Tu as vu quel architecte? En fait, c'est de là. C'est sa créativité à lui qui part chercher très loin, c'est son ingéniosité. Mais que penses-tu de ces initiatives dont je parlais justement pour valoriser l'art en Afrique? Non, je pense que ce sera très indispensable pour les jeunes, afin de les inviter à s'intéresser à l'art. Comme la Biennale d'ailleurs.
Oui, parce qu'en fait, à travers ce genre d'événement, à travers ces panels, ils pourront se retrouver, ils pourront vraiment s'intéresser à l'art, ils pourront s'intéresser, s'impliquer dans l'art. D'accord. Tu voulais réagir, oui. Non, c'était pour appuyer ce qu'il était en train de dire, que ça serait mieux de promouvoir ce secteur et que, par exemple, le ministère mette les moyens pour, pour soutenir les petites entreprises naissantes dans ce secteur-là. Peut-être qu'aujourd'hui, s'il y a plus d'activités dans ce secteur-là, ça peut pousser, parce qu'on a aussi une génération de suiveurs. Ils aiment aller là où il y a la tendance. Voilà. Donc, si on améliore ce secteur-là, ça sera plus facile pour que les jeunes aillent directement vers s'orienter vers Est-ce que les jeunes eux-mêmes, je ne parle même pas des artistes, les Africains apprécient ce que les artistes font? Parfois, on a l'impression que c'est ceux d'ailleurs qui accordent même plus d'importance à leur métier. Tu vas voir quelqu'un qui préfère mettre les marques internationales que porter une marque locale. C'est une affaire de complexe. Après tout, c'est une affaire de complexe. Mais sinon, il y a beaucoup de pays déjà qui sont sortis dans cet état d'esprit. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Déjà, dans le milieu de l'art, ils sont vraiment en train d'évoluer. Je prendrai encore l'exemple de quoi? Le Nigeria, qui est depuis longtemps dans un secteur... Le Nigeria a bien avancé, oui. A bien avancé. Vous voyez un peu? Et je pense que c'est plus dans un cas de notoriété, dans un cas d'image, dans un cas d'influence d'image. Ouais, c'est ça. Voilà, en fait. Alors, vous parlez au même moment, on ne sait plus qui dit quoi. Je suis avec Yasmine. Voilà. Donc, je pense que c'est surtout, il faudra essayer d'enlever ce côté-là. Et pourtant, il y a des jeunes qui s'intéressent vraiment. Il y a des jeunes qui s'intéressent à ce secteur-là, mais peut-être qu'il manque juste la motivation. La créativité, il y en a, mais la motivation et le soutien. Voilà, le soutien, parce qu'ils font des petits trucs, mais vu qu'ils n'ont pas de soutien, ils n'ont pas d'accompagnement, ils n'arrivent pas à s'en sortir et au fil du temps, ils lâchent l'affaire. Mais est-ce que c'est des œuvres de bonne qualité? Parce que les gens se plaignent aussi quelque part. Pas tous, en tout cas, pas tous. Mais qu'est-ce qu'on appelle œuvre de bonne qualité? Je pourrais faire des œuvres de bonne qualité si j'ai les matériels nécessaires pour faire des œuvres de bonne qualité. Mais je peux essayer de faire quelque chose de bien qui est joli. Donc la qualité, ça vient avec les moyens. Parce que nous avons nos matières aussi, hein. Nous avons des ressources ici. Je pense qu'on ne devait pas avoir de problème concernant la matière. Énormément riche. Vraiment, c'est ça même au fait. Vraiment, sincèrement, les jeunes doivent s'orienter vers ces métiers-là pour amener l'Afrique aussi à une totale indépendance. Moi, je le dis personnellement. On voit que les métiers d'agriculture et tout, mais vraiment le milieu artisanal, c'est un champ vraiment vaste. Et les forums et autres permettront de savoir que tel métier, par exemple, c'est de l'art. Il n'y a pas à avoir honte de cela. Est-ce que tu seras prêt, toi, aujourd'hui, de t'orienter vers ce métier-là? Déjà, par rapport à ta formation, tu nous dis que tu es entrepreneur, donc pour toi, ce n'est pas un souci. C'est plutôt Nathan, parce que Nathan, il est étudiant en journalisme et communication. Je vais lui poser la question. Tu es étudiant en journalisme et communication. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à t'orienter vers ce métier artisanal? Aujourd'hui? Oui. Je ne serai pas à m'orienter vers ce métier artisanal parce que ce sera des connaissances que je vais acquérir. Et ce sera une diversité culturelle aussi que je vais acquérir et apporter en fait. Et j'aime apprendre. Ce sera un surplus, ce sera un pas. C'est sur ce point positif, nous allons clore justement cette émission. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Yasmine, merci. Merci à vous, Cyril. Merci également à toi, Nathan. Merci. Merci, Griel, pour tes éclairages. Plaisir partagé. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Média.